Bienvenue sur Who You Gonna Call, le podcast qui démystifie le paranormal. Je suis chasseuse de fantômes et avec mes invités, nous décortiquons les phénomènes paranormaux emblématiques en rétablissant la vérité. Entre mythe et réalité, nous sommes là pour vous éclairer dans la joie et la bonne humeur. Allez, vous êtes prêts ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Who You Gonna Call. Alors, cet épisode est un petit peu spécial puisque je n'ai pas d'invité. Je suis en tête-à-tête avec vous-même et pour une raison bien précise, je vais vous raconter une histoire. En fait, cet épisode, c'est un petit peu le dernier avant la rentrée, donc c'est celui qui va vous accompagner pendant vos vacances. Donc vous allez pouvoir l'écouter sur la route des vacances, dans l'avion, sur la plage, où vous voulez, mais l'idée, c'est de vous détendre. Alors cette histoire que je vais vous raconter justement, c'est l'histoire de mon périple pour aller à la rencontre d'un chaman, afin de faire une cérémonie d'ayahuasca. Il y a quelques années, j'ai réalisé ce voyage. Rien ne s'est passé comme prévu et l'aventure que j'ai vécue est digne d'un roman. Je vous invite à vous installer, à mettre des écouteurs et à écouter cette histoire. En fait, moi, depuis très très longtemps, je cultivais une sorte d'intérêt pour l'ayahuasca. J'avais vu beaucoup de documentaires et en fait, ce qui me fascine dans un premier temps, c'est la pratique chamanique plurimillénaire. Ce qui me fascine aussi, c'est cette petite potion hallucinogène qui est faite à base de plantes qui viennent de la forêt amazonienne et qui a priori des vertus thérapeutiques. Bon, on le sait aussi, quand on s'y intéresse un petit peu, on sait que c'est quelque chose d'extrêmement puissant, une expérience unique, voire un peu trop forte pour certaines personnes, et qu'il y a déjà eu des morts. Et c'est justement parce qu'il y a un risque de mort et aussi parce qu'il y a une présence de DMT au sein de cette potion que du coup c'est interdit en France, voire majoritairement en Europe. Donc pour pouvoir faire des cérémonies d'ayahuasca avec un chaman, il faut souvent aller en Amérique du Sud ou en tout cas à l'étranger. Et moi du coup pendant assez longtemps, j'ai mis ça dans un coin de ma tête en me disant si t'arrives à réaliser ce rêve un jour, c'est génial, mais honnêtement, ça semble très compliqué, c'est pas grave, c'est pas ta priorité dans la vie, mais voilà, si un jour ça arrive, ce serait formidable. Il y a 6 ans, je suis partie vivre et travailler en Crète. Donc, c'est un pays que j'ai découvert, dont je suis tombée follement amoureuse et je suis restée là-bas presque 2 ans. Sur place, en fait, j'ai rencontré quelqu'un que je vais nommer tout de suite, qui s'appelait Nicolas, qui a été mon compagnon de vie pendant quelques temps. On avait une sorte de relation hyper fusionnelle, mais tout était tourné autour de l'épicurisme. C'est un détail très important et vous comprendrez après. Nicolas, en fait, c'était vraiment le stéréotype du grec. C'était un marin, philosophe, qui pouvait passer des heures à fumer sa pipe, à philosopher sur la vie. C'était un personnage absolument fascinant et on avait une sorte de symbiose qui était extrêmement rare et extrêmement belle à voir. Un soir, alors qu'on était en train de philosopher autour de la table, il me confesse que lui, il aimerait un jour pouvoir faire une cérémonie d'ayahuasca. J'entends ça, j'en tombe des nues, parce que jusque maintenant, je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui voulait faire une cérémonie d'ayahuasca. Et d'ailleurs, c'était un petit peu tabou pour moi. C'est quelque chose dont je n'osais pas parler, parce que comme ça fait quand même référence à la prise de psychotropes et que c'est pas très bien vu, ce sont des drogues après tout, je me voyais mal dire ça aux gens, « Ah, j'aimerais trop prendre de l'ayahuasca ». Du coup, quand il m'a dit ça, je suis tombée des nues et ça a renforcé un petit peu le lien qu'on avait déjà. Je lui ai dit, écoute, moi, c'est un rêve aussi que j'ai enfoui au fond de moi. Et là, que tu en parles, du coup, je suis en train de me dire, mais est-ce qu'on devrait pas le faire ensemble ? Et tout de suite, en fait, ça a été une évidence. On s'entendait à merveille et a priori, on était fait pour se rencontrer et pour faire cette aventure ensemble. Du coup, sans attendre, on a commencé à organiser ce séjour. Alors, il faut savoir que moi, à la base, d'un point de vue professionnel, je suis dans le secteur du tourisme. Donc, organiser des séjours, c'est quelque chose que je connais très bien. Mais là, je savais qu'on avait affaire à quelque chose d'unique et d'extrêmement compliqué. Et on a pris tout notre temps pour essayer d'organiser ce séjour. Notre première mission a été de choisir la destination. Il fallait choisir le pays. Parce que oui, en fait, il y a plusieurs pays où on peut trouver des chamans et des cérémonies d'ayahuasca, mais c'est pas non plus dans tous les pays du monde. Voilà, c'est vraiment centré plutôt côté Amérique du Sud, mais il y a plusieurs pays, donc il faut déjà choisir son pays. Pour choisir son pays, je pense que ça va passer par plusieurs critères. Alors, il faut savoir qu'à la base, c'est quand même au Pérou qu'on trouve le plus de cérémonies d'ayahuasca. Mais avec Nicolas, en fait, on voulait vraiment quelque chose d'authentique. Il y a 2 choses qu'on refusait. C'était déjà de passer par une agence de voyage qui nous aurait organisé tout le séjour. On voulait vraiment tout organiser de A à Z. Et de 2, on voulait pas non plus se retrouver dans des sortes d'endroits qui seraient tenus par des chamans blancs. Alors, ça semble péjoratif ce que je dis, mais typiquement, en fait,
il y a une sorte d'appropriation culturelle qu'on refusait par rapport à ça, qui est que le chamanisme, ou en tout cas les chamans d'Amérique du Sud, se sont passés en fait cette tradition chamanique depuis des millénaires, comme je disais. Et c'est vraiment à ce genre de personnage-là qu'on avait envie d'avoir affaire, de pouvoir rencontrer un chaman qui avait appris tout de son père, qui lui-même avait tout appris de son père, etc., etc. Voilà, c'était vraiment 2 points très importants qui font que organiser ce séjour a été d'une grande complexité. Pour trouver un chaman local, un petit chaman local qui offre des séances, ça se trouve pas à tous les coins de rue et ça se trouve pas facilement comme ça sur Internet. Et ça, on s'en est rendu compte. Pendant des jours et des semaines, on a fait des recherches qui n'aboutissaient à rien. Ça nous rendait fous, en fait. On en venait à se dire, peut-être qu'en fait, il faut qu'on aille directement sur le pays, à l'aventure, vivre au jour le jour, dormir chez les locaux, et comme ça, demander aux personnes s'ils connaissent pas un chaman et aller à sa rencontre. Mais honnêtement, c'est une idée qui nous plaisait moyennement, parce que déjà, Nicolas n'avait jamais voyagé de sa vie, ou très peu. Moi, j'avais beaucoup voyagé, mais pas du tout en Amérique du Sud. Et de ce fait-là, en fait, du fait de savoir qu'on connaissait mal ces pays-là, de partir à l'aventure comme ça, même si on était 2, ça nous rassurait pas. Et puis un jour, comme par miracle, Nicolas tombe sur un article, alors qui était en espagnol et qui était issu d'un petit journal local d'une ville du Guatemala. Il avait réussi à le faire traduire sur Google et du coup il me l'avait fait lire. Et en effet, c'était un article qui faisait la mention d'un chaman qui semblait être la célébrité locale et que tout le monde allait voir. Et du coup, quand on a vu ça, on s'est dit mais c'est lui qu'on cherche en fait. C'est le petit chaman de campagne, c'est celui qui va parler dans une langue qui n'est pas la nôtre. C'est exactement ce qu'on veut. Du coup, énorme coup de cœur pour ce chaman. On se dit c'est bon, c'est lui, c'est exactement ce qu'on cherchait, on veut le voir. Maintenant, comment le contacter ? Et en effet, il y avait bien son nom et son prénom dans l'article, mais c'est absolument tout. Il n'y avait pas du tout ses coordonnées ou un moyen de le contacter ou même un site web. On était vraiment sur un chaman de campagne qui d'ailleurs n'avait pas besoin de publicité en fait. C'était vraiment parce que la journaliste avait voulu faire un article sur lui, mais lui, il n'avait pas besoin de faire de la publicité. Il avait déjà tous les locaux qui venaient le voir. Donc en fait, on s'est dit mais mince, mais comment on va faire pour le contacter ? Et du coup, on s'est dit la journaliste, ça pourrait être une bonne idée. On a vu son nom, du coup, Dieu merci, il y avait son nom en bas de l'article, et grâce à la magie des réseaux sociaux et d'Internet aujourd'hui, on a réussi à la retrouver sur Facebook. On a réussi à prendre contact et on lui a dit est-ce qu'il est possible, du coup, d'avoir les coordonnées du chaman ? Elle nous a expliqué que ça ne se faisait pas, en fait, qu'elle pouvait pas donner l'adresse comme ça. Mais par contre, elle nous a gentiment proposé de nous accompagner. Elle nous a dit que voilà, ici, les chamans, on prend pas rendez-vous avec eux, on va directement chez eux. Elle nous a dit qu'on avait juste à organiser notre séjour au Guatemala du côté de Solola et qu'elle se proposait de nous emmener chez le chaman. Donc on a trouvé ça absolument génial. Une fois de plus, ça collait au type d'aventure qu'on voulait et on a accepté. Du coup, comme le chaman se trouvait du côté de Solola, alors une fois de plus, une région qu'on ne connaissait absolument pas puisqu'on ne connaît pas le Guatemala, on a regardé sur une carte, on a vu que Solola était quand même dans une région un peu isolée, mais par contre du côté du lac Atitlán, qui est un lac bordé de volcans. Et on s'est dit, bon, c'est quand même top, ça peut coller une fois de plus à l'aventure qu'on veut, donc on a décidé de chercher notre logement dans ce coin-là. Une fois de plus, pour coller à l'authenticité de ce séjour, on voulait pas du tout se retrouver dans un hôtel ou autre, on voulait vraiment un truc authentique. Donc on a loué un petit logement à un local sur place. C'était une petite bicoque vraiment minuscule en pleine nature, pas très loin de Solola, dans les montagnes, et on s'est dit c'est parfait, c'est exactement ce qu'il nous faut, c'est parfait. Donc après, on s'est dit ok, on a le chaman a priori, le guide, le logement, combien de temps on reste sur place ? Parce que une cérémonie d'ayahuasca, a priori, ça dure une journée ou 2. Maintenant, c'est vrai qu'il est possible d'en faire plusieurs, ça dépend. C'était surtout en fonction de nos attentes. Et Nicolas m'a vite fait comprendre en fait que lui, il avait pas seulement envie de faire une cérémonie d'ayahuasca, mais il avait envie vraiment d'aller beaucoup plus loin. Il sentait qu'il avait beaucoup de choses à comprendre sur la vie, donc l'aspect philosophe une fois de plus, et il voulait passer un maximum de temps. Et moi, je partageais plutôt cet avis. Je me disais, voilà, c'est l'expérience d'une vie, je vais pas aller voir 10 chamans dans ma vie, tant qu'à faire, autant rester un maximum de temps. Du coup, on a décidé de rester 1 mois au Guatemala. On a réservé notre logement, on a réservé les vols. Donc petit à petit, en fait, notre séjour commençait à se ficeler, on était super contents, on avait anticipé quelques mois auparavant, ce qui nous permettait, nous, vraiment,
du coup de tout bien préparer et d'être sûr qu'une fois arrivé sur place, il y aurait pas de mauvaise surprise. Et du coup est arrivé le moment où on a dû commencer une diète, parce que oui, en fait, on s'était quand même bien préparé par rapport à cette cérémonie d'ayahuasca et on savait bien qu'on pouvait pas débarquer comme ça les mains dans les poches. Il fallait absolument faire une diète en amont pour pouvoir purifier son corps et son esprit. Ce qu'on ne savait pas, par contre, c'est que cette diète, en fait, était hyper restrictive et peut-être la plus restrictive de toutes les diètes dont j'ai pu entendre parler dans ma vie. Il y avait énormément d'interdictions. Quand on a lu la liste des interdictions, on s'est quand même regardé dans le blanc des yeux en se disant « Waouh, est-ce qu'on est sûr de vouloir faire ça ?» Sachant que la diète devait être commencée 1 mois avant la cérémonie d'ayahuasca. Je vous rappelle une fois de plus que notre couple était tourné autour de l'épicurisme et qu'on vivait en Grèce. En Grèce, tout tourne autour de l'épicurisme, autour de la bouffe, autour de la fête, autour de l'alcool, autour de l'amour, des gens, du sexe, tout ce que vous voulez. Tout est beauté, tout est bonheur, tout est épicurisme. Du coup, on devait commencer cette diète dans un pays qui ne le permet pas. On s'est regardé dans le blanc des yeux. On a douté un moment, mais on s'est lancé parce qu'on s'est dit oui, on va au bout du truc, de toute façon tout était réservé et on voulait absolument le faire. Cette diète du coup nous interdisait de boire de l'alcool, elle nous interdisait de manger tout ce qui était junk food, tout ce qui allait être friture, tout ce qui allait avoir de la graisse, tout ce qui était épicé, sucre, sel, tout ça interdit, fromage, viande interdit, donc clairement en fait il était conseillé de manger du riz bouilli et des légumes. Et à côté de ça, bien sûr, pas de fête, pas d'alcool, pas de sexe. Voilà, pour les couples, sexe interdit pendant 1 mois. On s'est lancé, du coup, et je vais pas vous mentir, ça a été très 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 compliqué, à un point qu'en fait, notre couple en a pris un coup. Quand on s'est retrouvés le jour J au moment du départ, on s'est retrouvés tous les deux à l'aéroport d'Héraklion. Et je peux vous dire déjà qu'il y avait une tension qui était palpable par rapport à cette diète, évidemment, qui avait vraiment foutu un coup à notre couple. Et du coup, on a très très rapidement commencé à s'engueuler à l'aéroport et littéralement durant tout le voyage. À savoir que ce voyage était extrêmement long. En partant d'Héraklion jusqu'à Guatemala City, il nous a fallu 2 jours et plusieurs escales. Et d'ailleurs, il s'est passé un truc hyper intéressant et qui était assez révélateur de ce qui allait arriver. Quand on est arrivé à hauteur de l'aéroport de Guatemala City, et d'ailleurs ça c'est pareil, c'est une vision absolument incroyable en fait. Quand l'avion arrive, il faut savoir que la piste est bordée de petits bâtiments où les gens habitent. Mais quand je vous dis bordée, c'est pas à 1 kilomètre, c'est au bord de la piste. Genre littéralement, quand l'avion a commencé à se poser, j'avais l'impression que si je tendais ma main par le hublot, j'allais pouvoir toucher la main de quelqu'un qui était sur son balcon en fait. C'était un truc de fou, on voyait le linge en train de sécher sur les balcons, enfin c'était hyper hallucinant. Et quand on arrive juste au-dessus de la piste comme ça, j'ai été prise d'une crise de panique intense. J'ai eu envie d'hurler dans l'avion. J'ai senti en fait que c'était une erreur, que ce voyage n'aurait pas dû être organisé, que je ne partais pas avec la bonne personne, que je n'étais pas au bon endroit. Ça s'est passé vraiment en quelques secondes dans ma tête, ça a été hyper intense. Si j'avais été au bout de la pulsion, je me serais jetée de l'avion, vraiment. Ça a été vraiment le coup de folie, la folie qui vient d'un coup dans la tête. Et j'ai eu extrêmement peur et j'ai compris à ce moment-là précis que ça allait être plus compliqué que ce qu'on avait envisagé. On finit par passer les douanes, tout va bien. Je regarde, je vois pas de chauffeur, je me dis mince putain mais comment on va faire et tout. Et Dieu merci, il était quand même resté. Donc on monte avec lui dans le véhicule et il nous amène du coup du côté de Panajachel. Alors il faut savoir que Panajachel c'est pas du tout à côté de Guatemala City, il y a plusieurs heures de route. Donc on fait cette route, il y a les tensions, c'est très long, on est fatigué. On arrive enfin à Panajachel. On en profite pour faire 2-3 courses parce qu'on sait que Panajachel c'était un petit peu la ville en fait, la ville où on pouvait faire des courses, où il y avait des restos, tout ça, et qu'après on allait être isolé. Donc on fait 2-3 courses, donc on savait que majoritairement on allait manger du riz, donc on a pris un énorme sac de riz, du café, 2-3 petites choses comme ça, et on est parti pour prendre le bateau parce que en effet notre logement du coup pour y accéder, il fallait prendre un bateau pour traverser le lac Atitlan. Là, évidemment, comme de bons pigeons de touristes que nous sommes, avec nos grosses valises, nos gros sacs, on s'est évidemment fait arnaquer. On nous a demandé tant pour un bateau, mais on était tellement fatigués qu'on n'a même pas essayé de négocier. On s'est rendu compte beaucoup plus tard qu'on nous avait demandé 10 fois le prix normal. Mais bon, sur l'instant, c'était pas grave, parce que nous, on voulait absolument arriver. La nuit était en train de tomber.
On avait 2 jours de voyage dans les pattes. On monte dans ce petit bateau et le bateau commence à traverser le lac. Là, je vous avoue, par contre, la vision, elle était absolument incroyable. En fait, ce lac, comme je vous disais, il est bordé de volcans qui sont toujours actifs. La vision, elle est juste incroyable. Vraiment, en fait, j'avais l'impression d'être dans Jurassic Park. C'était magnifique avec le soleil qui commençait à se coucher. Cette vision-là, à ce moment-là, elle est incroyable. On arrive sur le petit port de Santa Cruz de la Laguna, donc c'est la ville qui nous accueillait où on avait notre petit logement, et là normalement on avait rendez-vous avec notre hôte. Mais une fois de plus, comme on avait énormément de retard, l'hôte n'était pas là. J'essaie de le contacter en vain, la nuit est en train de tomber, il n'arrive pas, et là on commence à paniquer. Et puis notre hôte a fini par arriver, littéralement je pense avec 1 heure de retard, il faisait nuit noire, on était littéralement dans le noir. Il arrive, on papote et il nous emmène au logement. Il fallait gravir une très longue pente pour arriver au logement. Et avec sa petite lampe torche, il nous emmène, machin. Nous, on est au bout de notre vie. Il nous fait découvrir le logement. Du coup, il allume la lumière. Donc, on se rend compte, en effet, que c'est similaire aux photos. Donc ça, il n'y avait pas de souci là-dessus. C'était bien isolé dans la nature, avec les toilettes à l'extérieur, tout ça. Par contre, la première vision, elle n'a pas été très belle puisque on lève les yeux sur les murs et là des énormes araignées. Alors quand je vous parle d'araignées, c'est vraiment type tarentule. J'en vois 3, je fais ok. Bon, il m'avait prévenu en amont. Il m'avait dit en fait, il peut y avoir des insectes, machin, vous êtes en pleine nature, donc voilà. Puis sur le coup, en fait, comme il n'avait pas précisé que c'était des grosses araignées, j'avais rien dit. J'avais dit bah oui, en fait, oui, on est en pleine nature. J'imagine bien qu'il y a des insectes, voire pire. Mais là, c'est vrai que la première vision après tout ce voyage, voir ça, c'était un petit peu genre ok. Donc il nous a aidé à les chasser. Bon, bref, je vous passe les détails. On est rentré, on a posé les sacs, on s'est couché tout de suite. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'au Guatemala, le soleil se lève à 4 heures du matin. Quand on ne le sait pas, c'est très surprenant. Quand vous voyez le soleil se lever, vous vous réveillez naturellement comme ça, en vous étirant, en disant trop bien et tout machin, il doit être 7 heures du matin, c'est cool et tout, on va commencer la journée doucement. Hop, on regarde le réveil. Pas du tout, il est 4 heures. Super. 4 heures du matin. Quand il n'y a rien à faire, parce qu'évidemment tout est fermé, que vous n'avez ni internet, ni téléphone, ni livre, ni télé, ni rien, à part votre compagnon. Alors ça peut être bien d'avoir un compagnon, mais si on s'entend bien avec. Là, en fait, la tension, elle était toujours là, présente entre nous deux. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on s'est retrouvés sur un rythme où on se levait tous les matins avec le lever de soleil, donc à 4 heures du mat. On s'endormait tous les soirs à 18 heures dès que la nuit tombait. Et sur tout ce temps-là où on était ensemble, vu qu'on voulait absolument garder notre argent pour l'expérience chamanique, on voulait pas dépenser, on voulait pas aller faire de visites culturelles. On allait faire des balades autour, dans la nature et tout, mais on voulait pas trop dépenser. Du coup, on se retrouvait souvent en tête à tête avec nous-mêmes, à se disputer évidemment puisque la tension ne redescendait pas, à manger du riz bouilli, à boire du café, à fumer des clopes et à attendre que le temps passe, littéralement. Et en fait, cette expérience qu'on attendait tous les deux et que moi j'attendais depuis au moins 15 ou 20 ans avait un goût amer et ça a rendu en fait le début de l'aventure très compliqué. Le problème aussi, c'est que dans les premiers jours, donc notre contact, notre guide, nous avait demandé de la contacter dès qu'on arrivait sur place pour pouvoir organiser notre rendez-vous pour aller voir le chaman, et que les premiers jours, en fait, elle n'a pas répondu. Je vous rappelle qu'on n'avait pas internet, on était obligé d'aller au cybercafé d'en bas. Il y avait un petit café en bas de notre logement à 15 minutes où il y avait un PC, où on allait de temps en temps payer un quart d'heure le temps d'envoyer un email et de regarder les emails. Et pendant plusieurs jours, elle n'a pas répondu. Enfin, au bout de quelques jours, elle nous a dit « Ah super, eh ben écoutez, si ça vous va, je vous donne rendez-vous demain matin à telle heure à Solola. » Évidemment, on n'a pas pinaillé, on attendait que ça, donc le lendemain matin, on a pris le bus et on l'a retrouvée à Solola. D'ailleurs, il s'est passé un truc un peu perturbant. Quand on a pris le bus en direction de Solola pour rencontrer la guide, Nicolas, à un moment, me dit « Mais est-ce que toi, t'as souvenir, en lisant l'article qu'on a lu sur le chaman, d'avoir vu quelque chose qui faisait référence à l'ayahuasca ?» Je vais pas vous mentir, mon sang n'a fait qu'un tour à ce moment-là. Je le regarde, je fais « Pourquoi tu me dis ça et tout ?» Il fait « Bah écoute, tu sais, moi, l'article, je l'ai lu au moins 20 ou 30 fois, je le connais presque par cœur. » Il fait « Quand j'y repense, là, ça parle de chaman, oui, ça parle de cérémonie, oui, à aucun moment ça parle d'ayahuasca. » Et là, vraiment, je pense que j'étais pas loin de la crise cardiaque. Parce que je me suis dit, si vraiment c'est le cas, en fait, c'est horrible.
Et on a ressorti l'article, du coup, qu'on avait enregistré, on l'a lu, et en effet, à aucun moment, ça faisait mention d'ayahuasca. Et à partir de là, en fait, on a commencé à flipper parce qu'on s'est dit, mais si vraiment on a fait tout ce périple et qu'on a vécu tout ce qu'on a vécu pour rien du tout, c'est vraiment l'enfer, en fait. Et on attendait qu'une chose, c'était de rencontrer la guide pour lui demander et pour en être sûr. On rencontre notre guide, du coup, à Solola, super, présentation, elle est adorable et tout. Et du coup, on lui demande. On fait, ok, le chaman et tout, est-ce qu'il fait des cérémonies d'ayahuasca? Elle ne savait pas ce que c'était. Donc on panique un peu parce qu'on se dit, ok, est-ce que ce sont pas des pays justement où c'est quelque chose d'assez courant? Est-ce qu'elle est pas censée connaître ça? Si c'est un chaman, du coup, est-ce qu'elle devrait pas le savoir? Mais on se dit, ok, peut-être le bénéfice du doute. Elle nous dit, écoutez, je sais pas, mais on verra sur place, on va lui demander. Ok, pas de problème. Donc on essaye de se relaxer, on se dit, allez, c'est bon. De toute façon, on est là, ça y est, on va enfin le rencontrer, donc allons au bout, quoi. On prend un taxi tous ensemble, on commence à s'enfoncer dans la campagne guatémaltèque. Là, quand même, à un moment, on se regarde avec Nicolas, on se dit putain, on est quand même téméraire et on espère qu'on n'est pas trop bête parce que si jamais c'était un piège ou quoi que ce soit et que finalement on se retrouve kidnappé ou je ne sais quoi, là clairement on est dans le trou du cul du monde, on est vraiment au fin fond de la campagne. Donc vraiment, quand je vous parle de campagne, on était au milieu des champs, il y avait 0 habitation, quoi. Donc le taxi passe par là et il s'arrête au milieu de nulle part. Et bien sûr, c'est la guide qui lui avait demandé. Et là, du coup, on sort, elle nous fait, venez, on va en direction de la maison du chaman. On regarde autour, littéralement, il y a 0 maison, que des champs, quoi. Donc là, on commence à marcher au milieu des champs, pendant très longtemps, je crois qu'on a marché pendant au moins 20 minutes, et en effet, à un moment, on a vu une sorte de petite ferme et tout. On s'en approche, donc elle nous demande de nous asseoir sur un petit banc, et puis elle part voir si le chaman est là. Elle revient au bout de 2 minutes en disant, là, il n'est pas là pour l'instant, mais on va attendre, c'est comme ça que ça se passe. Ici, on prend pas rendez-vous, les gens se déplacent directement. Ok, très bien. Donc on comprend aussi que c'est son lieu d'habitation, enfin, il y a sa famille et tout, on voit des enfants passer. Donc on attend patiemment, très patiemment, puisque le chaman finira par arriver au bout de 2 heures. Alors ça me fait rire parce que en fait, il est typiquement arrivé dans un énorme SUV, dans des vêtements vraiment très modernes. Et on a regardé ça avec Nicolas, et déjà, en fait, je pense qu'on pouvait sentir au fond de nous l'énorme déception de pas se retrouver avec peut-être un faux stéréotype du chaman qui vivrait en permanence dans sa tenue de chaman, en fait. Et du coup, la guide est partie le voir, elle lui a expliqué machin nanan, elle revient, elle nous dit « Ok », il part manger et il revient nous chercher. Il est venu au bout d'1 heure nous chercher, donc ça faisait 3 heures qu'on était là sur ce banc à attendre, à ressasser et à se demander s'il allait bien nous faire une cérémonie d'ayahuasca. Et il est enfin venu nous chercher dans une tenue de chaman et il nous a installés dans une petite pièce. Alors cette petite pièce, elle était hyper intéressante parce que elle était plutôt brute, plutôt simple. Mais par contre, dans un coin de la pièce, il y avait un énorme autel avec des centaines de bougies, des photos, des fleurs. Vous savez, le type d'hôtel qu'on imagine quand on pense à l'Amérique du Sud, que les familles ont chez eux. Vraiment ce type-là, avec vraiment des fleurs, des bougies, des photos, de l'argent, des prières, je pense, sur des papiers, vraiment des milliers de choses, des objets et tout. Et cette vision-là, en fait, elle était hyper intéressante. Alors, c'était interdit de prendre des photos. J'aurais adoré prendre des photos, voire filmer ce moment, mais vraiment, le chaman ne voulait pas. On s'est installé. Première question, évidemment. Est-ce que vous faites des cérémonies d'ayahuasca? Non. Donc là, évidemment, ça a été terrible. Moi, j'ai senti, je sais pas, comme si j'avais beau être assise, comme si je tombais d'une falaise pendant plusieurs mètres. Cette sorte de sensation-là au niveau du cœur, où tout s'est effondré, en fait. Nicolas, je pense que ça a été pire. Psychologiquement, à ce moment-là, il s'est complètement renfermé. Et juste, il a baissé la tête, il voulait plus parler. Je pense qu'il était à 2 doigts de pleurer. Mais on était là. Et du coup, le chaman nous dit « Ok, je fais pas d'ayahuasca, mais est-ce que vous voulez faire autre chose? Je peux vous faire votre thème astral maya. » J'ai regardé Nicolas voulait même pas parler. Il regardait le sol, il m'a fait un petit nom de la tête. Moi, j'ai dit « Bon, voilà, tant qu'on était là, on va le faire. » Il m'a fait mon thème astral maya. Donc c'était très intéressant, d'autant plus qu'en fait, cet échange, il était fait dans sa langue natale, c'est-à-dire que le chaman, il parlait le quiché. Il parlait pas du tout l'espagnol, donc il parlait le quiché à la guide me parlait en espagnol, et moi du coup je demandais les trucs en espagnol à la guide. Ce qui était rigolo aussi, c'est que quand je voulais traduire à Nicolas
pour les moments où ça l'intéressait, je traduisais en anglais. Enfin, c'était une vision, une scène assez intéressante. Du coup, il me fait mon thème astral Maya, c'est intéressant. C'est intéressant aussi parce qu'une fois de plus, tout ce qui va être Maya est très vieux, très ancien et très intéressant, mais c'est pas du tout ce qu'on recherchait. Donc il y a une pointe de déception, il y a une pointe de j'en ai pas assez, j'ai pas l'expérience que je voulais. Après, comme il a senti quand même qu'on était pas très bien par rapport à la situation, il m'a proposé aussi de poser une question et de faire un tirage. Donc j'ai posé une question un peu personnelle et du coup, il a fait un tirage avec des os. Il m'a répondu, il m'a donné une réponse, d'ailleurs quand j'y pense, qui allait à l'encontre de moi ce que j'attendais à l'époque. Du coup, évidemment, j'étais hyper déçue. Encore plus avec l'expérience qu'on était en train de vivre. Mais ce qui est rigolo, c'est que plus tard, en fait, ça s'est révélé. Donc c'est quand même intéressant. Et puis voilà, cette cérémonie a duré 1 heure. À la fin, la guide a dit, bon bah voilà, vous donnez ce que vous voulez en termes d'argent, il a pas de prix en fait. Je lui ai dit, bah oui, mais vu comme ça, c'est pas facile. Combien donnent les gens en général? Elle me l'a dit. Et du coup, j'ai donné cette somme-là. On est parti dans le silence le plus total. Moi et Nicolas, qui nous disputions depuis des jours à ce moment-là, en fait, je pense, vu qu'on avait le cœur vide et qu'on était plus que déçus, je pense que le sentiment à ce moment-là, c'est même plus de la déception, c'est on est abattu en fait. Abattu d'avoir dépensé tout cet argent, d'avoir fait tout ce déplacement, de ressasser dans notre tête le comment on en a pu arriver là et ne pas se rendre compte en fait qu'il n'y avait pas écrit le mot ayahuasca dans l'article. Et en fait, à ce moment-là, il y a eu un moment d'apaisement entre nous, c'est-à-dire on s'est pris dans les bras, on a fait le chemin retour ensemble sans parler, abattu, mais soudés en fait. Ce qui s'est passé aussi à ce moment-là, c'est que je pense que dans une sorte d'instinct de survie, de me dire que là, en fait, il nous restait peut-être 3 semaines dans nos conditions de vie qu'on avait, avec les tensions qu'on vivait, que si en fait un de nous ne prenait pas le dessus pour essayer de sauver la situation, ça allait être catastrophique, voire mortel. Et du coup, je pense que dans cet instinct de survie, moi, il y a un truc qui s'est réveillé en moi qui était on va se battre. On va se battre et on va le trouver, ce chaman, en fait. Mon but, c'était de regonfler Nicolas à bloc pour qu'on ait tous les deux la force de trouver un chaman et de se dire que tout ça n'était pas perdu, parce qu'on avait encore la chance de sauver cette aventure. Ça m'a pris, je pense, 2 jours de pouvoir remotiver Nicolas qui était au plus bas, en fait, psychologiquement, qui lui avait dépensé l'argent des économies de 2 ans, parce que si vous le savez pas, en fait, en Grèce, il y a une crise économique et que la vie est très très dure là-bas et que pour gagner un petit peu d'argent, il faut énormément travailler et que je pense que vous pouvez l'imaginer, mais pour un marin, avoir quelques euros de côté, c'est un miracle en fait. Donc en fait, pour Nicolas, c'était vraiment... le jeu n'en valait pas la chandelle, clairement, à ce moment-là. Et j'ai eu du mal à le remotiver. Mais au bout de 2 jours, il s'est remotivé. Et on s'est dit, allez, on lâche pas, on va le trouver ce chaman, c'est sûr qu'il existe, machin, nanan. Il faut y croire, il faut être positif, parce que sinon, bien sûr que l'aventure va être horrible. On s'accroche. On est retourné au cybercafé, on a commencé des recherches. On a essayé de chercher des chamans dans le coin ou dans les pays avoisinants, parce qu'on s'est dit, après tout, on n'est pas obligé de rester là. Au Guatemala, on peut aller ailleurs, on peut voir ce que ça donne, on peut voir si c'est pas trop cher, si on peut se déplacer. Ça nous a pris vraiment plusieurs jours, je dirais 3-4 jours, pour faire le point sur la situation. Petit 1, on s'est rendu compte que le Guatemala n'était pas le pays des chamans. Alors du coup, si vous recherchez vous-même un chaman et une cérémonie d'ayahuasca, on ne vous recommande pas du tout le Guatemala. Il faut plutôt aller au Pérou. Face à ça, en fait, on s'est rendu compte que les 2 pauvres propositions de chamans qui étaient au Guatemala n'étaient plus d'actualité, donc on avait 0 solution au Guatemala. Il y en avait quelques-unes au Pérou, mais les vols étaient hors de prix. Du coup, même si on était motivés, on commençait quand même à se dire mais on va jamais réussir à trouver une solution. Enfin, c'est un truc de fou. On a vraiment choisi le mauvais pays. Puis vraiment, on se posait la question du pourquoi, du comment tout ça avait pu arriver. Une fois de plus, moi, je suis dans l'organisation de voyages de métier. Je ne comprenais pas comment j'avais pu, moi, faire tant d'erreurs et nous deux faire tant d'erreurs sur le choix du chaman et du pays, en fait. C'était absolument incroyable.
À savoir qu'en prime, dans nos conditions de vie, tout devenait de plus en plus désagréable parce que non seulement le riz bouilli à tous les repas pendant plusieurs jours, ça devenait vraiment mais impossible. Le rythme de vie, à dépenser quelques euros seulement pour aller un peu sur Internet et trouver un chaman et à passer nos journées à faire ça. Et on avait d'autres insectes qui commençaient à envahir notre logement et ça commençait à devenir infernal, c'est-à-dire non seulement ces énormes araignées qui nous rendaient visite en permanence, mais en prime on avait des scorpions. Et du coup, en permanence, on devait être sur nos gardes parce que évidemment, on voulait pas se faire piquer ni par les tarentules ni par les scorpions. Donc, même si on était motivé à ce moment-là, ça rendait pas le séjour plus plaisant, clairement. On en arrive à un stade au bout de quelques jours où on a l'impression d'avoir fait le tour et que vraiment y a zéro solution, si ce n'est redépenser énormément d'argent pour aller au Pérou et partir en quête d'un chaman, comme on l'avait dit au début. Aller chez les locaux et leur demander s'ils connaissent pas un chaman. On en était presque là à se dire, bon vas-y, tant pis, on le fait, on va dépenser cet argent, de toute façon on est là, on voulait cette expérience, allons au bout du truc, tant pis, on en paiera les conséquences après. Et là, petit miracle, Nicolas, une fois de plus, tombe sur une annonce sur Facebook d'un chaman au Guatemala qui organise une session d'ayahuasca dans 3 jours. On a relu l'annonce cette fois-ci plusieurs fois, une vingtaine de fois pour être sûr qu'il y avait bien le mot ayahuasca, que les dates étaient bien sur l'année où on y était. Absolument tout correspondait. On trouvait ça complètement fou. C'était au Guatemala, on n'avait pas changé de pays. On était mais hystérique. On envoie direct un message au chaman. Il ne répond pas. On renvoie un message le lendemain. Il ne répond pas. C'était très compliqué, cette attente, mais il a fini par répondre au bout de 2 jours en disant « Oui, j'ai toujours de la place, vous pouvez venir, rendez-vous demain à telle heure à Guatemala City et on part ensemble. » Là, Nicolas et moi, on est mais fous de joie. Je peux même pas vous expliquer une fois de plus cette émotion parce que après avoir vécu tout ce qu'on avait vécu depuis ces quelques jours déjà au Guatemala, ça faisait déjà 1 semaine, et tout ce qui s'était passé avant, ce moment-là, en fait, ça a été de la joie intense. Le lendemain, on a pris plusieurs chicken bus. D'ailleurs, pour la petite histoire, chicken bus, c'est vraiment appelé parce que ce sont des bus qui traversent les petites villes du coin et les paysans, les agriculteurs montent avec leurs poules dans le bus, littéralement. Et en fait, ce sont des bus qui sont d'anciens bus scolaires américains, donc les gros bus jaunes, mais décorés façon Guatemala. Donc c'est vraiment atypique, c'est vraiment génial, mais c'est pas très confortable du coup. Et on se retrouve parfois avec des gens qui ont leur poule avec eux, donc c'est un peu rigolo. Et donc on a dû prendre, je crois, 3 chicken bus pour arriver à Guatemala City. Donc c'était très long, une fois de plus, plusieurs heures. On a retrouvé le chaman Ronin, un homme d'une 50aine d'années, qui nous a rencontrés, qui nous a pris en voiture et qui nous a emmenés au lodge, là où se passait la cérémonie d'ayahuasca. Ce lodge, en fait, il se trouvait du côté du lac Amatitlán, un autre lac bordé de volcans. Mais par contre, la vision de ce côté-là était vraiment beaucoup plus jolie. On était du côté d'Antigua, qui est une très très belle ville. Et du coup, ce côté-là est beaucoup plus charmant. Donc là, littéralement, le lodge était très beau. On avait une vue sur le volcan, sur le lac, vraiment féerique. Sur place, en fait, il y avait 3 autres personnes, en plus de moi et Nicolas qui faisions la cérémonie. Il y avait une dame d'une 50aine d'années qui s'appelait Flore, qui venait aussi d'Amérique du Sud, qui avait déjà fait une séance d'ayahuasca avec Ronin, et qui revenait parce qu'elle avait trouvé la première session qu'elle avait faite plutôt fascinante. Elle sortait d'un divorce très difficile et elle avait besoin de réponses. Elle avait donc amené sa sœur, parce que sa sœur vivait aussi un moment difficile dans sa vie, et que elle lui souhaitait de vivre quelque chose de fort et qui lui apporterait des réponses. Et il y avait aussi un homme qui s'appelait José, et qui était aussi une connaissance de Ronin, et qui faisait sa session aussi pour la première fois. Donc on était 4 à faire notre première fois. On s'installe dans le petit lodge, alors à savoir que c'était très rudimentaire, il y avait vraiment rien de fou, on dormait les uns sur les autres, mais c'était pas ça le plus important, on venait nous pour l'expérience. Donc il était prévu qu'on reste 2 jours sur place avec 2 cérémonies. Il faut savoir que quand on fait une cérémonie d'ayahuasca, il faut d'abord commencer par une cérémonie du tabac. La cérémonie du tabac, elle se fait la veille de la cérémonie d'ayahuasca. Le seul et unique but de cette cérémonie, c'est de se purifier le corps. On entend par là se purger.
Comme son nom l'indique, la cérémonie du tabac implique du tabac. Sauf que ce n'est pas du tabac à fumer. C'est vraiment du tabac à boire. C'est une concoction. Le chaman a passé plusieurs heures dans la cuisine à préparer cette petite potion. Et à la nuit tombée, il nous a installés dans le jardin, face au lac. Très espacés les uns des autres, il a mis devant nous un seau, une bonbonne d'eau de 2 litres, et il nous a demandé de bien nous installer. Il nous a donné ensuite à chacun un petit shot avec une boisson dedans noire, complètement noire, avec une odeur très très forte de tabac. Et il nous a expliqué que voilà, on allait partir sur la cérémonie du tabac, qu'on allait devoir boire ce verre d'une traite, que ça allait être très désagréable, qu'il allait falloir ne pas vomir dans un premier temps, et ensuite commencer à boire assez rapidement la bonbonne d'eau pour ensuite commencer à se purger. À ce moment-là, on se regarde tous les uns les autres, on sait que voilà, ça y est, c'est le moment, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Il nous demande de boire nos verres, et là, c'était vraiment une sensation atroce. Je sais pas si vous allez pouvoir visualiser, mais je vais essayer de vous faire comprendre à quoi m'a fait ressembler le goût de cette boisson. Vous voyez les lendemains de soirée. Si jamais vous avez fait une soirée qui avait beaucoup de fumeurs et qu'ils ont énormément fumé et qu'ils ont éteint leur clope dans un cendrier où il y a de l'eau dedans. L'aspect de l'eau, déjà, noir comme ça avec l'odeur, c'était exactement ça. En termes de visuel, en termes d'odeur, et du coup, j'imagine que vous n'avez jamais bu cette eau-là, c'est normal, le goût, c'est ça. J'ai eu l'impression de boire 20 cigarettes, littéralement, ou plus, je ne sais pas. J'ai eu l'impression de boire de l'eau remplie de clopes. Ça m'a brûlé, c'était horrible, le goût était atroce, évidemment. Tout de suite, j'ai eu qu'une seule envie, c'est régurgiter. Et le chaman nous avait bien dit, dans les 10 premières minutes, il ne faut absolument pas vomir, il faut laisser le tabac descendre. Et du coup, en fait, pour nous tenir, et pour éviter qu'on vomisse, il nous avait demandé de nous allonger. Et pendant ce temps-là, il était vraiment en pleine séance de méditation, donc il faisait tout pour nous détendre, en fait. Et on était là à tenter de se concentrer sur la voix de Ronin, pour éviter de vomir, en se tenant le ventre et tout, parce qu'on souffrait tous. Et c'était hyper apaisant. Et là, il s'est passé quelque chose. Et d'ailleurs, alors les autres ne me l'ont pas dit, mais Nicolas, je sais, a vécu la même chose. Il s'est passé quelque chose d'assez transcendant à ce moment-là. C'est-à-dire que là, dans la douleur, à essayer de se concentrer sur la voix du chaman, en fermant les yeux, allongé dans l'herbe, en fait, moi, j'ai vécu une expérience assez folle qui est qu'à un moment, j'ai eu l'impression de ne faire qu'un avec la terre. Quand je vous dis que j'ai eu l'impression de ne faire qu'un, c'est-à-dire que c'est comme si j'étais devenue la terre sur laquelle j'étais allongée et que je ressentais absolument partout, comme une sorte de sensation, j'aurais pu dire où est-ce que c'était, mais au niveau de la profondeur, au niveau de la longueur, tout ça, de la distance, je pouvais dire où chaque insecte était en train de se déplacer, la sensation que ça apportait. C'était très, très étrange. Je sentais tout, je sentais le vent souffler comme ça sur les brins d'herbe. C'était absolument transcendant, en fait. Et pourtant, à ce moment-là, il n'y a absolument pas de plantes psychotropes. C'est seulement, en fait, je pense, l'aspect méditation, confronté à la douleur, confronté à quelque chose qui est en train de traverser notre corps, d'inhabituel. C'est très, très intéressant comme expérience. Au bout de ces 10 minutes de méditation intense, il nous a demandé de nous rasseoir et de commencer à boire très rapidement l'eau. Et c'est ce qu'on a fait. Et en fait, c'est là où c'est devenu un peu compliqué, c'est-à-dire que un par un, les gens ont commencé à vomir, et je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est quand même peu plaisant d'entendre des gens vomir à côté de vous, et évidemment, quand on entend quelqu'un vomir, ça donne également envie de vomir. Donc en fait, c'était une sorte de symphonie de vomi horrible, clairement, où on était en train de souffrir parce que ça faisait très très mal à ce moment-là. En fait, la purge en elle-même fait mal, mais le produit qui ressort, le tabac qui ressort comme ça, brûle également quand il remonte, avec les gens qui vomissent à côté. Enfin, vraiment, c'est ça aussi, c'est une expérience, c'est un truc que vous vivez une seule fois dans une vie, et Dieu merci d'ailleurs. Et donc on se purge tous les uns les autres, voilà, comme ça. Pendant, je pense, moi, la mienne a dû durer 45 minutes. Au bout de 45 minutes, par contre, j'ai senti, en effet, que mon corps était purgé.
Vraiment, littéralement, il était propre de l'intérieur. Enfin, c'est très étrange en fait comme sensation, mais je me suis bien sentie en fait. Je me suis levée comme ça, ah, ça va bien. Et du coup, à partir de là, il m'a vu, il a vu en effet que j'étais purgée. Il m'a dit, bah écoute, tu peux aller te coucher et te reposer pour demain. Et j'ai fait OK. Et en effet, ce qui était intéressant, c'est qu'en effet, après cette première cérémonie, j'ai passé une nuit incroyable. J'ai dormi d'un sommeil très lourd, très réparateur. Je me suis réveillée en pleine forme. Le lendemain, du coup, par rapport à la cérémonie d'ayahuasca qui, une fois de plus, était prévue le soir, il était prévu qu'on jeûne. Donc, il fallait quasiment pas manger de la journée. Et l'idée, c'était vraiment de se reposer, de profiter de l'environnement qu'on avait pour s'installer, se reposer, méditer, tout ce que vous voulez. Et il était aussi prévu qu'on rencontre le chaman un par un pour lui faire part de nos attentes, de ce qu'on attendait justement d'ayahuasca. Ça aussi, c'était un moment assez intéressant parce que littéralement, en fait, je crois sur les 2 jours où on était avec Ronin, il nous avait très très peu adressé la parole à moi et Nicolas. On avait trouvé ça un peu étrange d'ailleurs parce qu'on se disait c'est un peu bizarre. Nous, autant les participants, on parlait entre nous et d'ailleurs c'était intéressant parce qu'on était tous d'horizons différents et c'est quand même une expérience intéressante du point de vue humain. Mais Ronin n'avait fait très très peu attention à nous. Et là, en fait, sur ce moment précis, il avait été hyper attentif et il a été ce que j'attendais vraiment d'un chaman. C'est-à-dire que quand son regard a croisé le mien, j'ai eu l'impression qu'il perçait tous les mystères à l'intérieur de moi. C'était très bizarre. Il m'a pris les mains, il m'a écouté et il m'écoutait pas moi en fait. Il écoutait pas ma voix, il écoutait mon âme. C'est bizarre ce que je vous dis, mais c'est exactement ce que j'ai ressenti en fait. On n'a pourtant pas passé, on a peut-être passé un quart d'heure ensemble où il m'a demandé ce que j'attendais d'ayahuasca, ou d'ailleurs il m'a lancé parce que à ce moment-là de ma vie, moi, j'avais plein de questions sur mon avenir, sur ma vie, plein de choses qui me bloquent en fait, et j'avais plein de questions par rapport à ça. Et du coup, il m'a lancé sur ce sujet. Enfin, on a beaucoup échangé. Enfin, j'ai beaucoup échangé parce que lui m'a beaucoup écouté. Et c'était hyper libérateur déjà à ce moment-là et hyper fort en fait, hyper puissant. Il avait pas besoin de parler. Il avait juste son regard et ce qu'il renvoyait avec son visage était suffisant. C'était vraiment extrêmement fort. Et puis la nuit est arrivée. Et là, par contre, on s'est installé à l'intérieur par mesure de sécurité, puisque l'ayahuasca étant une plante psychotrope, peut quand même apporter quelques réactions qui nécessitent en fait d'être encadrées. Et même si le chaman prend lui-même de l'ayahuasca, vu qu'il est censé maîtriser la situation, c'est lui qui encadre les gens. Du coup, on était à l'intérieur, avec un peu plus de confort, des couvertures, tout ça, parce que la cérémonie est censée durer 3-4 heures, voire plus. On s'installe chacun et le chaman sert un shot de boisson ayahuasca à chaque personne. Il nous sert pas tous en même temps. Il sert un verre, il fait boire une personne et ainsi de suite. La personne qui boit juste avant moi, je l'entends dire c'est très très bon, c'est sucré. Et je me dis ah cool, parce que moi je sentais une odeur de loin où je me disais oh là ça a l'air âpre, ça a l'air horrible. Je prends la boisson en one shot et c'est exactement ce à quoi je m'attendais, une boisson très âpre qui prend comme ça sur la gorge et vraiment pas bon du tout. Donc je fais une grimace et tout, enfin j'ai trouvé ça affreux. Une fois que tout le monde avait bu, le chaman a bu lui-même à son tour un shot et il a commencé à jouer de la musique. Alors il avait autour de lui plusieurs instruments et il a commencé à chanter, jouer de la musique. Alors, moi je suis quelqu'un qui suis très sur le contrôle. Et là en fait, ça a été un petit peu mon problème, c'est que tout de suite, je me suis mis en mode contrôle de la situation. Je crois que j'avais très très peur malgré tout, et c'est ça qui est bête. J'avais très peur de faire n'importe quoi, sous psychotrope. Donc j'ai essayé de contrôler mentalement la situation. En prime, je dois l'avouer, voir le chaman partir en transe en jouant de la musique et en chantant des chants tribaux, j'ai trouvé ça complètement hallucinant. Ce qui a rajouté à l'ampleur de la scène, c'est que très rapidement, les gens autour de moi ont été pris par l'ayahuasca. Et chacun a eu une réaction différente. Il y a d'abord Flore, celle qui avait déjà fait sa séance, qui a commencé à pleurer, mais de façon très théâtrale en fait. Elle pleurait pas juste dans son coin, elle pleurait debout en levant les bras comme ça et en pleurant, mais d'une façon comme si elle venait de perdre toute sa famille. Et ça a duré tout le long de sa séance ayahuasca, c'est-à-dire pendant 3 heures. Elle a pleuré comme ça pendant 3 heures. Il y a ensuite eu José. José, lui, il s'est pris pour un jaguar. Donc j'avais un chaman
qui jouait de la musique, une Flore qui pleurait toutes les larmes de son corps, un José qui commençait à se balader dans la pièce en rugissant comme un jaguar. Ensuite, il y a Nicolas qui était en pleine extase, clairement, et qui lançait des « Oh, ah !» en permanence, suivi de Maria, du coup la sœur de Flore, qui, elle, rentrait dans une sorte de panique, c'est-à-dire qu'elle criait, elle était en mode... Elle avait vraiment peur, et même à un moment, elle a fini par appeler à l'aide. Elle était vraiment dans l'inconfort le plus total. Et moi, à côté de ça, en fait, je me suis rendu compte que plutôt qu'essayer de faire un lâcher-prise, j'ai observé cette scène. Parce que je pense que c'est ma façon à moi d'observer la vie comme ce que je fais au quotidien. Quand je voyage, j'observe les gens. Dans le paranormal, j'observe. Enfin, voilà. On va dire que c'était un petit peu une déformation professionnelle, malheureusement, en plus du besoin absolu de contrôle sur moi, qui fait que, plutôt que lâcher prise et me laisser aller à cette expérience, j'ai regardé ce qui se passait. Et du coup, ça n'a pas pris du tout sur moi. Au bout d'une heure, je me rends compte qu'il y a toujours rien. Le chaman s'en rend compte aussi parce que je suis assise avec mes grands yeux de chouette à regarder ce qui se passe autour. Il me fait « Mais t'as rien ?» Je fais « Non, j'ai rien. » Il fait « Ok, on a deux solutions. On fait soit t'abandonnes, soit tu reprends un verre. » Il fait « Par contre, je te préviens, ça peut être dangereux. Parce que comme je vous le disais en début de podcast, l'ayahuasca, en fait, faut pas en abuser, évidemment. Et que il y a déjà eu des morts, justement. » Et du coup, je lui dis bon oui, je crois que j'étais prête à tout finalement. Il m'a redonné un verre, j'ai bu. J'ai essayé cette fois-ci de me détourner de ce que je voyais, donc je me suis allongée, j'ai fermé les yeux, je me suis bouché les oreilles et j'ai essayé vraiment de me concentrer sur mes sensations. Et en fait, ce qui se passe, c'est que au bout de quelques temps, donc j'ai été patiente, machin, ça prenait pas trop. J'ai l'impression à un moment que ma tête a un peu tourné, machin, mais ça prenait pas trop et j'ai entendu les gens, eux, sortir de leur transe. Et du coup, se parler entre eux et se raconter ce qu'ils étaient en train de vivre. Et une fois de plus, ça m'a complètement déconcentrée. En fait, c'est quand même pas évident. Je trouve, moi, je sais que pour d'autres, il n'y a pas de problème, mais moi, j'ai trouvé que c'était pas évident de faire ce genre d'expérience qui tourne clairement sur le lâcher-prise entouré d'autres gens. Et moi, j'ai vraiment pas réussi. Quand je me suis rendu compte que c'était fini pour tout le monde et que tout le monde était sorti du truc et que moi j'essayais comme une idiote toute seule d'avoir ma transe, en fait c'est parti tout seul en fait. Je pense que vraiment plus rien n'était possible. Je me suis réveillée. J'étais profondément déçue parce que j'ai compris à ce moment-là que c'était fini, vu que c'était fini pour tout le monde, même le chaman et tout, il jouait plus de musique. C'est fini en fait. T'as pas eu d'expérience et t'as vécu tout ça pour ça. Je suis dans mon coin, je suis en train de clairement de faire la tête. Hein. Je suis tellement déçue que je pleure et tout. Enfin, c'est à la limite du tragique en fait dans ma tête ce qui se passe. Et une fois de plus, c'est exactement la même sensation qu'on a eue avec le premier chaman, c'est-à-dire mais tout ça pour ça en fait, tout ça pour ça, tout cet argent, toute cette expérience, tout ce qu'on a vécu avec Nicolas, cette diète qui a détruit notre couple et tout ça pour ça quoi. Et du coup, Nicolas essaye de venir me parler. Il voit que je suis dans un état, c'est même pas la peine. Le chaman essaye de venir me parler. Enfin, il y a plusieurs personnes et ils voient que moi, je leur dis, moi là tout de suite, j'ai pas envie de parler, j'ai envie d'aller me coucher. Donc voilà. Ce que j'ai quand même appris, c'est que Nicolas, lui justement, par rapport à son extase, a vécu lui une expérience sensationnelle. Et j'étais heureuse pour lui parce que il avait de grandes attentes lui aussi par rapport à ça. En fait, lui, il pense qu'il s'est retrouvé à l'intérieur d'un oiseau et qu'il l'a vu à travers ses yeux. Et en fait, cet oiseau survolait le lac Amatitlan, c'est-à-dire là où on était, sauf qu'il avait une sorte de vision magique. Et lui, en fait, il avait un peu le contrôle sur ce regard, c'est-à-dire qu'il était vraiment au-dessus du lac, il volait comme ça au-dessus, et si jamais il voulait zoomer sur quelque chose, sur une habitation par exemple, il pouvait zoomer, voir à l'intérieur, voir les gens, tout ça, machin. Il pouvait dézoomer, il pouvait zoomer sur la Lune, voir les cratères et tout, etc. Et en fait, pendant une bonne heure, il a passé son temps à faire ça parce que j'imagine que ça devait être absolument incroyable. Il nous a même vus en fait. Il a réussi à se projeter et à regarder à l'intérieur de notre lodge, à nous voir chacun en situation de transe et tout. Et après, en fait, il s'est retrouvé en communication avec Ayahuasca elle-même, où il dit, alors, il n'a pas voulu partager ce qu'il s'était dit exactement, mais en fait, en gros, toutes les questions existentielles, en tant que philosophe, j'imagine, qu'il avait, que ce soit sur lui, sur la vie, ou etc., Ayahuasca a répondu. Et en fait, quand il s'est réveillé, du coup, de sa transe,
pour lui, c'était la chose la plus belle qu'il avait pu vivre dans sa vie entière, en fait, ce qu'il a vécu. C'était très fort, c'était puissant, il avait eu réponse à toutes ses questions, enfin, un truc extrêmement fort. Du coup, moi, quand il m'a raconté ça, en plus de l'échec de ma cérémonie, moi, j'étais mais au plus bas, en fait. Hein. J'étais littéralement, enfin, j'étais plus qu'amère, en fait. J'étais déçue, abattue. Le chaman, du coup, finit par venir me parler. Il me prend à part, il me dit, Vanessa, je peux pas te laisser repartir comme ça, en fait. Il dit, déjà, moi, ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais eu un participant qui est venu et qui n'a pas eu de transe. Et en plus, j'ai jamais laissé quelqu'un repartir dans l'état dans lequel tu es, dans l'état de déception dans lequel tu es. Les gens viennent de façon thérapeutique pour se guérir, pour se soigner. Ils viennent pas pour être déçus, en fait. Moi, je ne te laisse pas repartir. Il fait, je te propose une autre cérémonie privée. Sur le coup, en fait, j'étais tellement blasée. Je vous dis, j'étais au plus bas, en fait, que j'ai dit, oh non, je veux plus entendre parler de ça. Moi, c'est fini, en fait. Il fait, non, il fait vraiment, je vais même pas te laisser le choix, en fait. Je veux que tu restes, je veux qu'on retente ce soir, on va faire une autre cérémonie privée. Et du coup, je me suis posée 2 secondes, en fait, et il me le disait avec grande sagesse, une fois de plus, hein, il n'a pas été lourd, insistant, mais juste, en fait, je pense qu'il comprenait, en fait, que s'il me laissait partir dans cet état, ça aurait pu être tragique, peut-être. Et du coup, c'est vite monté à mon cerveau, ça, je me suis dit, ouais, ok, j'ai fait d'accord. Je boudais encore un peu, très honnêtement, mais j'ai dit d'accord. Et du coup, j'ai passé le reste de ma journée à ressasser plein de trucs, en fait. Vraiment, j'étais pas du tout positive ce jour-là. Alors que tout le monde était hyper lumineux après leur expérience. Moi, j'étais vraiment en train de ressasser plein de trucs, mais voilà, je savais que j'allais pouvoir redonner une chance. Donc le soir même, avec le chaman, on s'est installé. Entre-temps, tout le monde était parti, donc il restait plus que moi et Nicolas. Et du coup, le chaman, une fois de plus, a préparé la concoction, tout ça. On s'est installé comme la veille, avec nos petites couvertures, tout ça. Nicolas a demandé si lui-même pouvait refaire une séance. Alors je pense que vu ce qu'il avait vécu la veille, il avait envie de revivre la suite. Et le chaman a gentiment accepté. Volontairement, et puisqu'il a vu qu'apparemment j'étais une personne qui était trop sur le contrôle, il a bien rempli mon verre. Je l'ai bu one shot, Nicolas a bu son verre, le chaman a bu son verre. Le chaman est tout de suite parti en transe. Mais quand je vous dis tout de suite, c'est littéralement à la seconde. Et le chaman, à ce moment-là, est devenu aussi un animal comme José la veille. Alors je pense que c'était aussi un jaguar ou un félin en tout cas. Et pareil, il commence à rugir, à faire tout ça. Alors ce qui est intéressant pour les chamans en fait, parce que eux ils se mettent en transe aussi, c'est que eux par contre ils ont le contrôle total. S'ils veulent sortir de la transe, ils le peuvent. Nous, en tant que personne lambda, c'est plus compliqué. On l'a subi, la transe. Lui, il peut sortir quand il veut. Donc là, il s'est laissé aller pendant quelques minutes à faire son jaguar dans la pièce. Moi, une fois de plus, j'ai essayé de me concentrer sur moi-même, mais en voyant cette scène-là, c'était très dur de me concentrer. Et à côté de ça, j'avais Nicolas qui, lui, partait en transe, mais dans un très, très mauvais trip, où je l'entendais, un petit peu comme Marie à la veille, commencer à faire des non, 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 pas ça et tout, des choses comme ça en fait. À un moment, il a même dit à l'aide et tout machin. Et en fait, ce qu'il faut savoir, il y a quelques règles quand on fait de l'ayahuasca. Il y en a une, c'est ne pas interagir entre participants, en aucun cas. Même si quelqu'un crie à l'aide ou en train de paniquer, crise d'angoisse, machin, nanan, nous en tant que participants, on ne doit rien faire. C'est le chaman qui agit. Donc là, moi, à ce moment-là, je commence à entendre Nicolas qui commence à crier à l'aide, qui est vraiment en panique. Je le vois dans ses yeux. Il voit quelque chose que je ne vois pas, qui lui fait extrêmement peur en fait. Et je vois le chaman qui ne l'entend pas et qui continue à faire le jaguar. Et une fois de plus, je n'ai pas pu me concentrer sur mon expérience. Donc j'assiste à ça, je panique un peu, et enfin, le chaman sort de sa transe, vient s'occuper de Nicolas, il le calme, machin. Mais très honnêtement, Nicolas, il était dans un bad trip le plus profond, il était en transpiration et tout. Bref, j'essaye de me concentrer quand même sur moi, je vois que le chaman maîtrise la situation, tout va bien. Et là, le chaman se tourne vers moi, il me dit « toujours rien ?» Je lui dis « toujours rien », je pense qu'au fond de lui, la pression, elle est telle, il sait plus quoi faire. Du coup, en fait... Moi, j'étais, si vous préférez, un petit peu recroquevillée sur moi-même. Je tenais mes jambes avec mes bras, j'avais ma tête posée comme ça. Et lui, en fait, il a commencé à parler au niveau du sol qui était près de mes pieds. Donc ça, déjà, c'était pareil, très bizarre. Et il parle dans une langue que je comprends pas, peut-être du cliché, je sais pas. Il dit des choses pendant quelques secondes, il se relève et il me dit, là, ça va arriver. Et puis moi, dans ma tête, j'étais là, c'est ça. Et en fait, c'est très drôle parce que
littéralement, c'est ce qui s'est passé. Là, c'est arrivé. Alors, est-ce que c'est psychologique ou pas? Je ne sais pas. Et en même temps, depuis 2 jours, y a rien de psychologique qui s'était passé. Mais là, à ce moment-là, en fait, j'ai vraiment senti comme un petit séisme, en fait. Ça tremblait sous le sol, en fait. Sous le sol. Ça arrivait du sol, ça arrivait dans mes pieds, ça a commencé à monter mes chevilles, mes mollets. Et j'ai senti que ça montait comme ça, ces vibrations. C'était incroyable. Et je le sentais monter. Et du coup, là, je commençais à paniquer. Parce que je me suis dit, je savais que c'était la transe, en fait. Je l'ai senti vraiment arriver tout doucement. Et en fait, quand c'est arrivé au niveau de mon cou, là, j'ai paniqué de ouf. Je me suis dit, putain, quand ça va être au niveau de mon cerveau, ce sera fini. Et c'est arrivé au cerveau, et pah! Et là, ce qui était incroyable, c'est que ma vision a automatiquement été altérée. Je n'ai jamais vu ça de ma vie, j'en avais jamais entendu parler, je ne comprends pas ce qui s'est passé. J'avais les yeux ouverts, je ne me suis pas endormie, j'en suis certaine, j'étais consciente, pleinement consciente à ce moment-là. Nous étions dans une pièce où il y avait des meubles, c'était un petit lodge, donc il y avait un petit canapé, il y avait des petites assises, des choses comme ça, 2-3 meubles. Et en face de moi, il y avait le chaman et Nicolas qui continuaient de parler d'ailleurs. À ce moment-là, en fait, en 1 seconde, à partir du moment où les vibrations sont arrivées au niveau du cerveau, la vision normale que nous avons tous a complètement changé et tout est devenu noir. Et en fait, si vous préférez, tout ce qui est surface et tout ce qui est 3D était délimité par des traits vert fluo. Un petit peu à la Matrix, d'ailleurs. Les humains, donc Nicolas et Ronin, étaient eux comme des ombres, comme des silhouettes noires, très noires. Il y avait plus de détails, c'était noir. Et je me dis, c'est quoi ce délire? Alors, je sais même pas si je parle à voix haute ou pas, mais j'hallucine complètement. Je regarde partout, en fait. Je scanne la pièce, littéralement, tout doucement, en regardant chaque détail et en voyant bien que j'ai beau cligner des yeux sur toute cette durée, cet effet ne part pas, en fait. C'est un effet qui reste et je scanne la pièce et je vois que tout, en effet, est une forme en 3D délimitée par des traits verts. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de couleur, il n'y a plus de matière, il n'y a que des traits. Enfin, c'est très étrange, je peux même pas expliquer. Je ne sais même pas, en fait, si dans ce monde-là, vu que j'ai pas essayé de toucher, si la matière était solide, en fait. Et je regarde, voilà, je reste comme ça pendant quelques minutes. Et là arrive un moment où je sens que je vais m'évanouir, en fait. C'est bizarre. Je sens que je vais m'endormir, m'évanouir. C'est très intense, c'est très puissant. Je sens mon corps se ramollir. Donc là, du coup, j'anticipe. Je m'allonge, en fait. Et je sens vraiment comme si... Comment je vais vous expliquer ça? C'est très bizarre. Alors, littéralement, en quelques secondes, mon corps se paralyse, déjà. Mais c'est pas tout, en fait. J'ai senti, en fait, comme si je sortais de mon corps. Enfin, je vais essayer de l'exprimer comme je peux. Je sortais de mon corps en laissant une enveloppe corporelle se ratatiner sur elle-même. Et en gros, moi, je ressentais déjà physiquement cet aspect ratatiné, d'être un vieux tas de peau, en fait, complètement ratatiné sur lui-même, qui ne peut plus bouger. Et là, en fait, malgré cette sensation physique, j'ai 3 états psychiques en même temps. Et c'est ça qui va être intéressant. Quand je vous dis en même temps, c'est en même temps. Le premier, c'est que je vais me rendre compte, en effet, que j'ai beau être allongée, avoir les yeux fermés, j'arrive quand même à avoir une vision sur la pièce. Et je suis très concentrée sur Nicolas et Ronin, qui ont une discussion très privée, que j'écoute. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est que je retiens ce qu'ils disent. Moi, j'ai une très très mauvaise mémoire dans la vie, mais j'écoute chaque mot et je retiens chaque mot qui se dit entre eux. Je suis très concentrée sur cette discussion. Deuxième état, je pense la conscience, folle de rage. Folle de rage de l'état dans lequel je suis, moi, dans mon corps paralysé, en train de prendre de la drogue, de me mettre dans cette situation au Guatemala avec un inconnu, avec un copain, un compagnon avec qui je ne m'entends pas du tout, et qui est fou de rage et qui hurle dessus. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'es en train de faire? Mais t'es complètement folle, mais réveille-toi, pars d'ici, machin nanan, et qui me rabâche ça en permanence. Voilà, ce genre de phrase avec beaucoup d'agressivité, de négativité. Et enfin, j'ai une vision incroyable. Alors, avec tout ça en même temps, tout ça, je le vis en même temps, et à côté de ça, j'ai en plus une vision où je me vois, moi, voler dans une sorte de monde blanc, sans limite. Il n'y a rien au-dessus, en bas, nulle part, en fait. C'est blanc partout. Il n'y a rien. Mais c'est vraiment jusqu'à l'infini.
c'est drôle parce que j'aurais tendance à dire que c'était le silence le plus total à la fois et c'était pas le silence. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de bruit de fond. Un petit peu, vous savez, comme quand on écoute dans un coquillage, c'est-à-dire, on dit souvent c'est le vide qui fait du bruit à l'intérieur, mais ce genre de son-là, en fait, où il y avait quand même un bruit de fond. Et moi, je suis là en train de planer, mais sans voler. Je suis juste là, en fait, allongée comme ça, droite, figée, au milieu de cet espace. Et là, en fait, de tous les côtés, et une fois de plus, sans pouvoir voir le bout, je vois des sortes de fils, de cordes, qui sont pas en aspect corde, plus en aspect transparent, des tubes transparents, on va dire ça, des tubes transparents, qui se déplacent vers moi, qui viennent de partout, tout autour de moi comme ça. Et en fait, chaque fil transparent, il y en a peut-être, je sais pas, des dizaines, est construit chacun de façon unique. C'est-à-dire que chaque fil transparent a un trait de lumière qui doit faire 1 centimètre environ, d'une couleur que je ne connais pas. C'est-à-dire c'est des couleurs qu'on n'a pas nous dans les couleurs qu'on connaît. C'est des couleurs vives, c'est des couleurs très intenses, très vibrantes en fait. Et chaque tube est composé comme ça d'une couleur qui fait 1 centimètre et à chaque fois il y a une couleur différente en fait. Ces couleurs-là, elles vont vibrer, clignoter, faire des choses différentes les unes des autres. Donc elles sont toutes indépendantes et elles font toutes un bruit aussi indépendant. Donc c'était très étrange, c'est indescriptible. Et en fait, du coup, ces tubes se rapprochent de moi comme ça en se déplaçant un petit peu comme des serpents, en faisant chacune un bruit qui leur est propre, où je comprends que c'est, je pense moi, un moyen de communication. C'est pas des bruits comme ça, c'est vraiment s'il y a de la communication. Et ça rapproche de moi comme ça, et moi je ne bouge toujours pas, je suis paralysée, en fait, je suis vraiment dans mon état actuel. Et il se rapproche autour de moi comme ça, et il commence à m'entourer, à m'entourer, à m'entourer, à m'entourer tout doucement, tout doucement. Et pendant ce temps, j'entends Ronin et Nicolas parler, et pendant ce temps, je suis en train de me faire agresser par ma conscience qui me dit de sortir de cet état. Et ces fils m'entourent, 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 m'entourent. Et ça arrive jusqu'aux yeux. Et là, en fait, mon état agressif prend le dessus sur les trois. Et j'arrive à me convaincre que il faut que j'arrête cette expérience. Il faut que j'arrête cette expérience, je ne sais pas où je vais, mais il faut que je l'arrête. Et du coup, moi qui suis paralysée, la force de l'esprit à ce moment-là, c'est de relève-toi et attrape la bouteille d'eau. Alors pourquoi je vous dis ça ? Je vous disais tout à l'heure, il y a des règles quand même quand on fait une cérémonie d'ayahuasca. Je vous en ai énoncé une qui est qu'on ne doit pas interagir entre participants, et la deuxième, c'est qu'on ne doit pas boire d'eau. Même si on est assoiffé, on ne doit pas du tout boire pendant toute la séance, parce qu'en fait, ça casse la transe. Et à ce moment-là, quand je sais que je veux sortir de la transe, je me souviens de ça. Et je me souviens d'où est-ce qu'il y a une bouteille d'eau, qui d'ailleurs était à quelques centimètres de moi, et je me dis, trouve la force, en fait, de te relever, d'attraper cette bouteille. Comme je suis paralysée, ça me prend énormément de temps. Et d'ailleurs, je vois à ce moment-là que Ronin et Nicolas s'arrêtent de parler et sont tournés vers moi et observent la scène qui devait être ridicule parce que littéralement, je pense que je devais me lever au ralenti. Hein, très franchement, ça devait être vraiment risible au possible. Mais enfin, au bout de quelques minutes, je pense, je suis assise. Je fais un dernier effort pour attraper la bouteille d'eau, dernier effort pour ouvrir la bouteille. Et là, j'entends Ronin crier « Non, Vanessa, fais pas ça !» Et moi, vu que l'aspect agressif a pris le dessus sur moi, je lui réponds de façon très agressive « Si je vais faire ça, moi je veux sortir de cette putain de transe !» Sous la violence, alors j'arrive même pas à le retranscrire, hein, mais sous la violence de la façon dont j'ai répondu, Ronin ne tente rien de plus. Il me laisse faire. J'attrape la bouteille d'eau, je bois énormément, énormément, énormément d'eau. Je comprendrai mon erreur après. Je repose la bouteille, et là, en fait, c'est vraiment miraculeux, c'est-à-dire que très rapidement, je retrouve les fonctions de mon corps. Alors, c'est pas magique, hein, mais j'arrive à me lever, je commence à revoir aussi les couleurs, je n'ai plus la vision altérée. Mais à ce moment-là, en fait, je sens un truc hyper intense qui est que faut absolument que je sorte de la pièce. Et je vous l'avais dit aussi sur la première cérémonie,
En fait, nous, on se met à l'intérieur pour les cérémonies d'ayahuasca pour que ce soit sécurisé, parce qu'en fait, il y a des gens qui peuvent faire n'importe quoi. Et quand on fait une cérémonie d'ayahuasca, normalement, il ne faut pas sortir de son périmètre. Il faut rester en vue toujours du chaman. Et là, du coup, je demande au chaman si je peux sortir parce que j'ai besoin de prendre de l'air et je sens à ce moment-là, j'utilise ce terme en disant c'est vital. Et lui me dit non, tu sais que c'est pas permis et tout. Je lui dis écoute, Ronin, j'ouvre juste la porte là. C'est juste devant, c'est à 2 mètres. Je te promets, je reste là. J'ai juste besoin, j'ai besoin d'air frais. J'ai besoin d'air extérieur. Il comprend une fois de plus, vu l'état dans lequel je suis, qu'il peut pas débattre avec moi. Il me laisse. J'ouvre la porte. Et là, je vous jure, première chose, cette première bouffée d'air frais que je vais prendre dans mes poumons, pour moi, en fait, c'est la première de ma vie. C'est-à-dire, je sens littéralement, je sais pas, il y a un truc hyper fort, hyper puissant qui se passe à ce moment-là. Cet air-là qui passe dans mes poumons, je le sens passer, littéralement. On le sent pas au quotidien, c'est quelque chose qu'on oublie qu'on respire, en fait. Mais là, je l'ai senti. Et c'était fou, en fait. Ça m'a apporté une extase et une joie incroyable. Je me suis assis ensuite sur le perron pour observer la scène. Et bien qu'on soit en pleine nuit, la nuit la plus totale, ma vision, elle était quand même un peu altérée, mais pas complètement déformante. C'est-à-dire que je voyais bien le paysage qui m'entourait, assez normalement. La seule chose, c'est que je le voyais avec des couleurs tellement vibrantes que je pouvais voir la couleur des feuilles de l'arbre dans la nuit la plus totale. Et pour tout, c'était comme ça. Je pouvais voir la couleur du tronc, je pouvais voir la couleur des fleurs, je pouvais tout voir. Et du coup, c'était magnifique. Le ciel, j'ai jamais vu un ciel aussi beau de ma vie à ce moment-là. Et du coup, je suis restée quelques instants en extase comme ça à observer le monde qui m'entourait et en me disant que la vie était belle. Mais malheureusement, ce moment-là a été vite rattrapé par un moment assez terrible puisque j'ai eu une purge intense et ça, c'est dû par rapport à l'eau que j'avais ingurgitée de façon très rapide juste avant et qui a provoqué un petit peu ce qui s'est passé sur la cérémonie du tabac. J'ai couru aux toilettes et j'ai vomi comme je n'ai jamais vomi de ma vie. Je vais vous passer les détails, mais clairement, c'était tellement long. Et je pense vraiment, littéralement, que ça a duré 10 minutes. Je sais pas si vous pouvez vous imaginer, en fait. Je ne sais même pas... moi, à un moment, en fait, je transpirais à grosses gouttes. Je transpirais tellement, en fait, de ce que j'étais en train de vivre que c'est comme si je sortais de la douche, littéralement, trempée. Et à un moment, en fait, j'arrivais même plus à reprendre ma respiration. Je me suis dit, je vais mourir, en fait. Je suis en train de mourir. Je vais mourir dans cet état, c'est ridicule. Mais à un moment, ça s'est quand même arrêté. Et j'étais tellement épuisée que je me suis évanouie. Je me suis évanouie, j'ai fait un blackout. Je n'ai plus aucun souvenir à partir de ce moment-là. Aucun. Je me suis réveillée le lendemain. Donc, j'ai dormi et à un moment, le chaman m'a en effet mis dans le lit, il m'a retrouvée comme ça, il m'a mis dans le lit. J'ai dormi de façon très profonde. Et quand je me suis réveillée, il y a eu comme un sentiment de résurrection. Un peu bizarre à dire comme ça, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. J'ai senti que c'était une nouvelle vie, une nouvelle aventure, une nouvelle expérience qui s'offrait à moi. Et voilà, qu'il fallait que j'embrasse la vie, qu'il fallait que je croque la vie à pleines dents, qu'il fallait que tout ça c'était précieux. Je sais pas, il y avait plein de choses hyper intenses qui se passaient dans ma tête, dans mon corps, et j'étais folle de bonheur et de joie de vivre, en fait, de pouvoir respirer, de vivre. C'était vraiment très intense ce moment-là. Et du coup, Nicolas se réveille, lui Nicolas dans un état pathétique, et en fait, lui avait vécu complètement l'inverse de ce qu'il avait pu vivre lors de la première cérémonie. Cette fois-ci, en fait, ayahuasca, alors il s'était retrouvé en tête-à-tête avec ayahuasca puisque c'est ce qu'il avait demandé, a voulu lui donner une leçon. Et en fait, elle lui a fait revivre toutes ses erreurs dans la vie, tout ce qui lui avait apporté de la honte, de la peur, en fait, toutes les mauvaises expériences de sa vie, il les a revécues. Et il a aussi été confronté à toutes ses plus grandes peurs, angoisses et phobies. Et en fait, elle lui a fait vivre ça tout le long de sa transe. Donc ça a été que des choses catastrophiques, et évidemment, dans plusieurs de ses phobies, il y avait entre autres mourir de différentes manières, et il a tout vécu, en fait. Et lui, du coup, était le lendemain, mais traumatisé de ce qu'il avait vécu. Il a vraiment pensé mourir à plusieurs moments lors de cette soirée.
Et du coup, il était hyper partagé entre à la fois la première session qu'il avait passée qui était vraiment idyllique et celle-ci qui était vraiment horrible en fait. On remercie le chaman, on repart ensemble et tout. Et c'est drôle parce que à ce moment-là, après avoir vécu tout ça, on s'est retrouvés dans notre petit logement là au milieu des araignées et des scorpions. On s'est regardé dans le blanc des yeux. Il y avait plus de disputes, mais juste par contre il y avait des certitudes. On s'est regardé, on s'est dit que voilà, l'aventure s'arrêtait là pour nous deux en tout cas et pour l'aventure chaman en tout cas. Ça avait été intense. En tout cas, moi, ça avait rempli mes attentes. Nicolas, je sais qu'il était un peu frustré parce que c'était pas trop ce qu'il attendait. Il y avait une partie de ce qu'il attendait, en effet, mais lui aurait voulu rester auprès du chaman et là, c'était pas possible. Et en fait, de façon très posée et très intelligente, au vu de ce qu'on avait vécu ces derniers jours, c'était très différent. On a décidé de continuer l'aventure chacun de notre côté. Lui est rentré en Grèce, moi je suis repartie au Mexique. Et ce qui a été intéressant en fait, moi me concernant, c'est deux choses. C'est déjà, il faut savoir qu'en fait quand on fait ayahuasca, on demande quelque chose quand on boit le verre. On demande ce qu'on attend d'ayahuasca. Et moi en fait, la deuxième fois, celle qui a pris, je m'en suis rappelée plusieurs semaines plus tard parce que, en fait, sur le coup, moi, je n'ai pas compris ce que j'ai vécu. Et plusieurs semaines après, je me suis rappelée d'un détail qui est que lorsque j'ai bu le verre, j'ai demandé à ayahuasca de me montrer ce qui se passait après la mort. Et c'est intéressant quand on y pense, du coup, quand on revoit mon expérience, entre la vision altérée, le fait que le corps se paralyse et ne soit plus qu'une enveloppe, les 3 états, parce que ça, il y a quand même plusieurs théories par rapport à ça qui dit qu'il y a 3 corps qui se séparent justement au moment de la mort. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et du coup, ce qui se passe au moment où j'ai vraiment conscience de tout ça, c'est que du point de vue du paranormal, en fait, tout a changé. Moi, ça faisait déjà plusieurs années que j'étais installée dans ce milieu, que je faisais des choses, mais j'allais pas à fond. J'allais pas au bout du truc, en fait. Et moi, en fait, après cette expérience, j'ai décidé de m'ouvrir autrement au paranormal. C'est-à-dire, c'est là aussi où j'ai commencé à changer ma vision du paranormal, du fantôme, et toutes mes théories que j'avais bien installées et bien travaillées depuis des années, je les ai toutes déconstruites, littéralement. Ma vision a vachement évolué, j'ai fait beaucoup plus de recherches approfondies par rapport à ça, et j'ai aussi développé beaucoup plus de choses. Et en fait, c'est à partir de là que moi, j'ai réalisé la série qui a été sur Amazon Prime Video, que j'ai créé le podcast. J'ai été beaucoup plus présente dans ce milieu et je me suis lancée vraiment à fond parce que j'ai compris aussi que il se passait bien quelque chose d'incompréhensible mais qui était différent de ce qu'on pense. Que le fantôme n'était pas ce qu'on pensait non plus, que la vie après la mort n'était pas ce qu'on pense non plus, mais qu'il y avait bien quelque chose qui se passait et qui nécessitait qu'on porte un petit peu d'attention. Et moi, c'est ce que ça a suscité chez moi en fait. Encore plus d'intérêt par rapport à ça, à se dire ok, phénomènes paranormaux, mais autre chose, et allons faire des recherches par rapport à ça. Et du coup, je pense que l'implication que j'y ai mis a fait que ça a été plus ou moins reconnu, puisque j'ai développé beaucoup de choses dans ce milieu depuis, beaucoup plus qu'avant en tout cas. Donc voilà cette incroyable aventure quête de chaman et d'ayahuasca. Je ne sais pas si vous en aviez déjà entendu parler, je ne sais pas si vous aviez des a priori, et n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me dire ce que vous avez ressenti en écoutant cette histoire, ou si même vous êtes intéressé pour faire une telle cérémonie, ou pourquoi pas, peut-être que vous-même vous en avez déjà vécu une, donc n'hésitez pas à me partager ça. En tout cas, voilà, j'espère que cette histoire aura accompagné vos vacances. Moi, en tout cas, je vous souhaite de passer un très bel été. On se retrouve à la rentrée avec un podcast hors du commun. Je vous prépare une très très grosse surprise pour la rentrée. Vous n'êtes pas prêts, je vous préviens. En attendant, vous allez pouvoir me retrouver sur les réseaux sociaux. Alors moi déjà, vous pouvez me retrouver sur Instagram Vanessa-Paranormal Life. Là, si vous regardez dans ma bio, vous verrez un lien Linktree qui vous permettra de retrouver tout ce que je fais. Il y a aussi l'Instagram du podcast qui nous permet de mettre en image un petit peu tout ce qu'on se dit. Donc le nom du compte, c'est Who You Gonna Call tout attaché -podcast. Et si vous souhaitez nous rejoindre sur les événements, eh bien sachez qu'il y a les Nuits Ghoston qui vous permettent de vivre une expérience unique dans un lieu présumé hanté auprès de spécialistes tels que Julie, River James, William et moi-même.
Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à aller sur le site internet lesnugostent.com. Voilà, écoutez, je vous souhaite un superbe été, on se retrouve à la rentrée, je vous fais des bisous. À bientôt!